Ok, bon, je crois qu'on peut commencer, hein. Bon, tout d'abord, Isabelle, Charles, Yannick et Cécile. Isabelle, je vais y arriver, je suis en train de me planter là, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez donner quelques mots sur vous, un petit mot d'intro, hein, sur ce que vous êtes et votre entreprise ou votre organisation. Et puis après, je ferai une petite intro. Cécile, vas-y. Isabelle. Ça commence... Non, mais c'est parce que je viens de faire une conférence juste avant, donc c'est le contre-coup. Hein. Bonjour ou bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Isabelle Lambert et je suis directrice responsabilité sociétale d'entreprise pour le groupe SPI. SPI, c'est une entreprise de services multitechniques. Ce sont des électriciens ou des climaticiens au service d'un tas d'industries. Vas-y, Yannick. Administratrice du chiffre, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu. Voilà. Bonsoir à tous, moi c'est Yannick Servant, je suis un des cofondateurs de la Convention des entreprises pour le climat. Et de façon très résumée, ce que fait la CEC, c'est s'attaquer à un problème finalement hyper classique qui est celui du dilemme du prisonnier. Si je suis dirigeant d'entreprise et que j'ai envie de faire une transformation environnementale ambitieuse de ma boîte, à l'échelle de ma boîte, j'anticipe que si on le fait tout seul, on va se planter. Et à mon échelle à moi, si je le fais tout seul, j'anticipe que je vais planter ma carrière. Et pour nous, ça, c'est le frein majeur à une vraie transition, et c'est ce sur quoi on bosse. Vas-y, Charles. Et donc moi, Charles Gouriot, je suis cofondateur et CEO de Smart Impulse. Et nous, on aide les gestionnaires de bâtiments tertiaires à mieux comprendre leur consommation pour mieux consommer. Et on fait ça avec un capteur qui lit les signaux électriques pour identifier quels sont les équipements qui consomment, pour ensuite cibler et suivre les économies d'énergie. Cécile ? Oui, et moi j'ai cofondé le campus de la transition il y a maintenant 3 ans et demi, et qui est à la fois une association et puis un lieu dédié à l'accueil de formation d'étudiants, de professionnels autour des sujets de transition, ce qu'on appelle la grande transition, c'est-à-dire à la fois écologique, économique, sociale, citoyenne, culturelle. Voilà. Donc, pour ma part, je suis Dimitri Carbonel, je suis shifter, je travaille notamment sur la partie plaidoyer sur la loi climat et aussi sur la partie conférence. Puis moi, j'ai ma propre entreprise aussi qui s'appelle Livosphère. Puis j'ai terminé aussi un bouquin qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance, qui prend pas mal de ressources justement du Shift Project, parce que c'est quelque chose qui est rigoureux et ça aide évidemment à construire. Et notamment, on va parler ici de toute la partie transition entreprise. Juste pour faire l'intro, donc là on vient de parler, pour celles et ceux qui étaient là auparavant, de l'engagement citoyen dans la précédente table ronde. Donc on va parler maintenant de l'engagement des entreprises. Alors dans un domaine qui est très différent, il y a Philippe Morris qui disait il n'y a pas si longtemps qu'il n'avait aucune responsabilité dans le nombre de cancers du poumon. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais depuis peu, il y a un nouveau PDG ou CEO. Ils disent qu'ils arrêteront de vendre des cigarettes d'ici 2050 et que ça représentera moins de 50% de leurs revenus d'ici 2030. Alors bon, on verra ce qu'il en sera exactement, mais c'est quand même étonnant qu'une entreprise qui a mis énormément de lobbying pour se battre contre toutes les régulations anti-tabac change de manière publique ça. Après, on va aller plus loin. À ma connaissance, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais Total Energy n'a pas annoncé un tel basculement qu'il réduirait drastiquement, puis arrêterait d'exploiter les énergies fossiles. Mais je vous mets mon billet que le successeur de Patrick Pouyanné, qui est actuellement le PDG actuel de Total Energy, ou peut-être Patrick Pouyanné lui-même, dise d'ici 5 à 10 ans qu'il s'engagera à drastiquement réduire l'exploration, voire même l'exploitation de pétrole dans les prochaines décennies. Et ça, pour plusieurs raisons. Et c'est peut-être pas les raisons auxquelles on croit. Je pense la partie environnementale à voir. On va voir si, grosso modo, il change de point de vue là-dessus. Mais en fait, Total Energy va en fait avoir de plus en plus de mal à recruter des jeunes déjà. Il va avoir de plus en plus de mal à garder ses meilleurs talents, notamment en création d'image, parce que c'est une image qui va devenir de plus en plus négative. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'ai. Après, d'autres personnes pourront dire que ce n'est pas le cas. Ce sera sans doute plus compliqué de trouver des investisseurs. On va peut-être sans doute parler de la taxonomie verte, qui effectivement aiguille donc, les financements.
Des partenaires, vous avez entendu ce qui s'est passé peut-être à Polytechnique, qui a eu un refus que Total Energy, parce que Patrick Pouyanné est aussi administrateur de l'X, mais d'avoir un campus au sein de X, alors ce sera à côté. Donc il y aura de plus en plus sans doute de partenaires qui refuseront de travailler avec Total Energy si il ne fait que du greenwashing. Après, ou s'il ne s'engage pas, on va dire, plus politiquement correct, s'il ne s'engage pas de manière très forte à réduire ses émissions de CO2. C'est un avis, je dirais, personnel. Cette pression sociale et financière va sans doute, évidemment, se répandre à toutes les entreprises qui ont une activité fortement carbonée. Et donc, elles n'auront sans doute pas le choix, ou d'autres choix plutôt, que de se transformer radicalement, pour être en ligne avec les accords de Paris. Et le point, c'est que si on veut se transformer radicalement ou changer complètement de modèle économique, ça ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Il y a une conduite du changement, c'est le terme un peu générique qu'on utilise, mais grosso modo, il y a une adhésion de la part des employés, des salariés, il faut avoir aussi des forces vives, des jeunes qui viennent ou d'autres personnes d'autres horizons. Et pour être capable de faire ça suffisamment, effectivement, il faut anticiper, car ça prend beaucoup de temps. Et plus on l'attend, plus ça va être compliqué et plus le choc va être rude. Donc, c'est exactement le sujet là qu'on va aborder. Et je vais commencer par toi, Yannick. Donc, tu as cofondé, ce que tu dis, la Convention des entreprises pour le climat. Elle rassemble environ, je crois, justement 150 entreprises, en référence d'ailleurs à la Convention citoyenne, qui sont aussi engagées dans une mutualisation écologique, en tout cas d'outils, de moyens, de méthodes. Elle s'inspire donc effectivement de la Convention citoyenne. Concrètement, comment ça se passe ? Même parce que il y a des parallèles entre les deux, on se dit mais jusqu'où ils vont en termes de parallèles ? Et quel engagement prend une entreprise qui rentre justement dans la Convention des entreprises ? Alors, la Convention des entreprises pour le climat, en effet, ça regroupe 150 entreprises incarnées, représentées par leurs dirigeants. Ce qui est extrêmement important, c'est un facteur extrêmement important pour nous, et à cette dirigeante, à ce dirigeant, on leur demande 12 jours pleins de leur temps pour venir bosser sur le sujet en 6 sessions sur 8 mois. On leur demande en plus de travailler entre les sessions. Donc, pour ça, il y a une grosse problématique qui est comment répartir le travail sur dirigeant ensuite toutes ces équipes, parce que de toute façon, un dirigeant ne fait pas tout seul. Donc, ça répond déjà un peu à la question de l'engagement et de ce qui va en sortir. Un dirigeant qui accepte d'investir 12 jours pleins, c'est vraiment pas anodin. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est à travers une énorme diversité de 150 entreprises, ça va de Renault Trucks à Pierre et Vacances, au groupe Orpea qui est dans la santé, à Pietra qui est une brasserie de 35 personnes, faire fonctionner l'intelligence collective pour imaginer, tracer une feuille de route à horizon 2030 qui soit réellement ambitieuse. Et ce niveau d'ambition, on le garantit notamment par la première session qui était il y a 2 semaines, où pendant 2 jours, ils sont vraiment pris dans la gueule, toutes les limites planétaires, les conséquences que ça a. Et ce qui est hyper important pour nous, c'est dans notre démarche de parler autant à l'humain qu'à la personne au cœur qu'au cerveau. Et c'est une dynamique qu'on a vraiment travaillée pour avoir 150 dirigeants qui soient entre pairs, qui aient la parole libérée, qui soient désinhibés pour travailler sur ces sujets-là et vraiment se projeter, parce que c'est un des facteurs vraiment bloquants dans l'entreprise, et surtout plus l'entreprise grandit. Je suis dirigeant, j'ai une posture à tenir. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne peux pas dire que je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de solution. Alors qu'on ne va pas se mentir, sur les sujets environnementaux, il nous manque énormément de solutions. Et donc c'est ça le travail qu'on est en train de faire. Et ce à quoi s'engagent ces entreprises, c'est de proposer des feuilles de route, de montrer des feuilles de route qui, vont embarquer, qui sont au bon niveau d'ambition, 2, sont en mesure d'embarquer tous leurs collaborateurs. Et si le niveau d'ambition va vraiment au maximum, c'est une quasi-certitude que s'ils le font tout seuls, ils vont se planter. Du coup, tout l'intérêt de la démarche, c'est de dire « Ok, voici une feuille de route
qui a une ambition qui est suffisante. Maintenant, de quoi on a besoin de la part du monde politique, du reste du monde économique pour que ça se fasse? Oui, parce qu'effectivement, il y a tout un travail, c'est ce que je dis, d'équipe. Enfin, je veux dire, quand on y va tout seul, c'est compliqué, on a besoin de cette adhésion. Après, si je me souviens bien, ça se termine en juin 2022. À la limite, ils ont effectivement pris 12 jours en termes d'engagement, mais qu'est-ce qui se passe après? À la limite, ils se disent, bon, bah mince, en fait, c'est plus compliqué que ce que je croyais. Hein. C'est un peu comme on fait un atelier, je sais pas, d'automne, on dit, bah, on va faire ça, 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 ou un atelier peut-être presque du climat. On va faire aussi le même principe, on va dire, on va s'engager à ça. Et puis après, bah, quand on retourne chez soi ou après une certaine période, bah, on arrête. Comment on fait pour suivre ça et comment on vérifie effectivement où les entreprises s'engagent à aller au-delà de simplement juin 2022? Alors, quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'ils vont se rendre compte et se dire que c'est compliqué. Sinon, finalement, il n'y aurait pas besoin d'une convention parce qu'on veut les aider à s'attaquer à la complexité. L'idée, c'est que en 8 mois, en 6 sessions de 8 mois, une boîte de 10 personnes, c'est probablement suffisamment de temps pour refaire son business model, son business plan à la virgule près. Une boîte comme Orpea de 69 000 personnes, ça sera une mise en route. Et ça, faut être clair là-dessus. Et du coup, l'intérêt, c'est de montrer qu'en rassemblant un collectif, on arrive à placer le discours et le curseur au bon niveau. Et effectivement, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer à la sortie? Et à la sortie, s'ils partagent avec la France, avec le monde, avec l'Europe, une feuille de route horizon 2030, il s'agit de la tenir. Il s'agit de continuer à bosser pour l'opérationnaliser. Et il s'agit d'être redevable de ça. Donc l'engagement dans la CEC, il n'est pas coercitif là-dessus. Parce que sinon, on aurait personne. Ça devient plus punitif, en fait, et on n'a plus envie de le faire, quoi. Et ça ramène vraiment aux 2 valeurs clés de la CEC, qui sont exigence, d'une part, parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, et bienveillance, parce que nous-mêmes, dans l'association, on est beaucoup d'anciens dirigeants, moi je suis ancien directeur marketing, on sait comment ça se passe, on sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a des injonctions contradictoires, et donc on est là en soutien, et le post-juin 2022, c'est diffusion dans le monde économique, dans le monde politique, dans une logique de co-construction, vraiment pas de confrontation, et que l'association, l'organisation CEC puisse jouer ce rôle d'accompagnement exigeant et bienveillant de la démarche jusqu'en 2030. Et aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'on a un comité de garants qui contient Mathieu du Shift, qui contient Arnaud Leroy de l'ADEME, Fabrice Bonifay, Nicolas Dufourcq de la BPI, et les étudiants pour un réveil écologique. Et eux, ils sont clairement pas venus là pour cautionner du greenwashing. Oui, et puis après, quoi qu'il en soit, après ça, tout ce travail, c'est pas pour commencer à laisser tomber, puis ça engage quelque chose. Ça engage même l'entreprise, puisque c'est le dirigeant qui est aussi là. Isabelle, ça va être de plus en plus compliqué quand même pour les entreprises qui ont des activités carbone. Donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'instant avec la nouvelle législation européenne, donc la taxonomie verte, qui est d'ailleurs l'objet de féroces combats nucléaires, gaz pour compenser centrales solaires, etc. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais toutefois, il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'on va, et ça c'est pour les financiers, on va distinguer les activités de la part, les activités durables d'un côté et les activités qui sont non durables. Alors après, ça sera certainement imparfaite, mais c'est quand même effectivement une première orientation. Comment, en fait, cette réglementation est en train de transformer SPI, qui est vraiment, effectivement, qui travaille dans le domaine de l'efficacité énergétique? Oui, cette réglementation, elle n'est pas encore en vigueur. Elle rentrera en vigueur pleinement en 2023 pour les entreprises et pour les financiers. Donc les financiers auront pour vendre des fonds d'investissement dits verts ou durables, ils auront à clairement faire état du pourcentage de ces investissements qui sont mis sur des activités vertes. Et ces activités vertes, elles ont été définies par un dictionnaire et par des critères de performance technique établis dans cette taxonomie des activités durables de l'Union européenne. Pour l'instant, je fais juste un tout petit peu de pédagogie. Oui, cette taxonomie, elle a été donc ce dictionnaire de critères de performance technique, il a été fait qu'au regard de 2 objectifs qui sont atténuation du changement climatique et adaptation au changement climatique. Et il reste, la Commission est en train de faire ce travail, les experts derrière, sur 4 autres objectifs: biodiversité, préservation des ressources hydriques, prévention de la pollution et économie circulaire.
C'est un chantier titanesque que la patronne de la stratégie de BNP a appelé un jour le système métrique du 21e siècle. Et c'est vraiment là pour faire en sorte que la finance soit redevable et injecte de l'argent sur des activités durables à l'avenir. Nous, chez SPI, on s'est emparé de ce référentiel en avance de phase. Donc ça fait 2 ans qu'on fait du reporting, enfin qu'on fait état du pourcentage de nos activités, de notre chiffre d'affaires qui est vert, eu égard aux critères de performance technique. Et comme nos métiers, c'est dans l'énergie, c'est de vendre de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, dans l'industrie, ou d'être partenaire d'EDF dans le parc nucléaire français, par exemple, eh bien, on arrive à un chiffre l'année dernière qui était de 41% de nos activités qui passaient les critères de performance technique. C'est beaucoup par rapport aux autres? En fait, il n'y a que 3 entreprises qui ont publié en Europe à ce jour, et ce sont plutôt des entreprises qui sont du côté de la solution, évidemment. Mais des agences de notation extra-financière ont essayé d'évaluer ce que donneraient les marchés cotés en Europe, et on est à 2 ou 3%. On est à 3% il y a vraiment un sacré chemin, quoi. Ça reflète notre économie, elle est fossile. Toute notre économie est fossile. Et donc, pour avoir parcouru ce chemin avec SPI, en fait, c'est un référentiel qui est extrêmement intéressant parce qu'il mobilise les opérationnels. Il ne mobilise pas des fonctions support qui sont là pour mesurer les consommations énergétiques de l'entreprise. Ça, c'est fait pour réduire notre propre bilan carbone. Mais c'est vraiment, il y a une compétition saine qui s'est établie entre des filiales, entre des géographies, et c'est regardé à la loupe par tout le comité de direction pour se dire, OK, on a été à 36% la première année, on a été à 41% la deuxième, et là, on vient d'annoncer à notre journée investisseur un objectif de passer à plus de 50% en 2025. Et donc derrière, il faut aller chercher les transformations de modèles, de contrats, donc par exemple des contrats de performance énergétique, pour pour améliorer notre chiffre d'affaires vert. Parce que c'est vrai qu'en termes de motivation, d'un côté on se dit tiens super, je vais faire gagner plein de dividendes à mon actionnaire, et de l'autre côté tiens, je vais avoir un impact pour réduire mon impact environnemental. Bon, ça va peut-être varier, mais je pense quand même qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ont envie, de manière opérationnelle, d'agir pour avoir un impact environnemental, parce que ça donne aussi du sens à ce qu'ils font, quoi, hein. Donc je pense tout à fait. Oui. Et Charles, après on peut se poser la question, parce qu'il y a souvent on dit les entreprises, il faut les laisser faire, quoi. Grosso modo, elles savent comment faire, de cette manière ou celle-là, il faut leur faire confiance. C'est d'ailleurs souvent le discours du MEDEF, je pense qu'ils sont peut-être en train de changer par rapport à ça. C'est pas du tout le discours pour le coup de CJD, hein. Est-ce que vous, pour le coup, vous pensez qu'il vaut mieux laisser les entreprises agir à leur rythme, un peu sur leur bonne volonté, hein, justement sur la lutte contre, pour le climat, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il faudrait une législation qui soit plus ambitieuse, qui justement, entre guillemets, oblige les industriels à évoluer, et je crois d'ailleurs notamment vous avez un cas concret dans le domaine énergétique, hein. Oui. Nous, on a créé Smart Impulse il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, le sujet des économies d'énergie dans les bâtiments, il y avait quelques pèlerins qui s'intéressaient à ça. Enfin, tout le monde trouvait ça bien, mais des entreprises ou des administrations qui se lançaient vraiment et à l'échelle, hein, c'est important. C'est pas juste faire un projet pilote. Il y en avait très peu. Et donc là, il y a une loi qui est passée, qui s'appelle la loi Elan en 2018, qui fixe un objectif de 40% d'économie dans tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² à échelle 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Et ça change tout. Ça change tout. Avant, c'était vraiment un sujet qui intéressait les gens, mais sans objectif de déploiement. Et pourtant, nous, on a travaillé pendant 10 ans pour simplifier ce process de comprendre ses consommations. Et c'est des sujets qui sont devenus en fait assez simples et rentables, puisque nous, le projet sur lequel on travaille, c'est moins d'1 an de rentabilité. Mais c'est juste que c'est pas la priorité. Et même si je pense qu'on proposait une solution gratuite, en fait, juste les gens, ils sont pas organisés pour, c'est pas dans leur priorité, c'est pas dans leurs objectifs. Et pourtant, tout le monde trouve ça super. Donc, nous, la réglementation,
C'est un changement majeur. Alors c'est encore frais parce que le décret d'application qui s'appelle le décret éco-énergie tertiaire, il est sorti en 2019. Et là, il y a les arrêtés qui sont en train de paraître. Et donc, c'est tout frais. Mais ouais, il y a un changement radical du comportement et de l'implication des entreprises. Et ce qui est bien avec cette loi, d'ailleurs, c'est que c'est une obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Parce qu'en fait, il y a plein de lois d'obligations de moyens qui ont été sorties là, depuis des dizaines d'années. Il y en a une sur les audits énergétiques qui est sortie en 2015. Mais donc, toutes les grosses entreprises doivent faire des audits énergétiques. Mais c'est une obligation de moyens. Donc, tout le monde a son audit énergétique. Et donc, évidemment, les prix sont tirés par le bas. Et en fait, il y a une étude de l'ADEME qui a montré que 9 actions sur 10 des audits n'étaient pas mises en œuvre. Donc, en fait, tout le monde a son rapport de compliance. Mais en termes de résultats... ça marche pas. Et donc ça c'est positif et nous, ça change beaucoup de choses. Après, juste pour terminer, il y a des entreprises quand même qui se lancent, mais la réglementation, c'est la différence entre 5 à 10% des entreprises qui se lancent et 60% des entreprises qui se lancent. Évidemment, il y a 40% qui ne le feront jamais et qui auront une amende qui est anecdotique pour cette loi, puisque c'est que 7 500 €. Donc, c'est pas grave, mais c'est un signal hyper important. Ouais. Oui, parce que pour une entreprise, à partir du moment où les règles du jeu sont certes hautes, mais elles sont les mêmes pour tous, c'est effectivement mieux. Enfin, une autre manière peut-être de le voir aussi, c'est de se dire, effectivement, en France, potentiellement, c'est comme une course de haies. Auparavant, c'est juste une course de 100 mètres. Maintenant, c'est une course de haies, 110 mètres, voire plus. Mais si on s'entraîne, entre guillemets, en France avec une législation qui est plus compliquée, on peut se dire qu'à terme, c'est un avantage qu'on va avoir peut-être ailleurs, justement, pour être plus rapide que nous, parce qu'on sera habitué, entre guillemets, à sauter les haies, quoi. Oui, complètement. C'est le sens de l'histoire. Dans tous les cas, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, même si dans le processus législatif, qui d'ailleurs a été fait en concertation avec les entreprises, et je trouve que moi, ça a été hyper bien fait. Il y avait des concertations, des groupes de travail, ça a été assez pragmatique. Et évidemment, il y a les lobbies de différentes industries, de bâtiments tertiaires qui ne sont pas toujours d'accord parce que c'est des objectifs ambitieux. Mais effectivement, là, je pense que ça a convergé vers un texte qui est plutôt bien et accepté assez bien aussi par les entreprises. Et il y en a d'ailleurs qui étaient pour, qui avaient envie de se lancer. Oui. Cécile, alors on va parler de choses. Alors, du campus de la transition, donc je veux bien après peut-être que vous me donniez quelques éléments pour vous expliquer ce que faisait la campus de la transition. Il y a un point particulier aussi que je trouvais qui était très intéressant, c'est la partie adaptation, même adaptation entre guillemets personnelle. Donc on change un petit peu effectivement potentiellement du registre directement entreprise, mais ça va avoir un lien parce que ça va nous concerner à la fin. Et notamment, donc on a la possibilité au campus de la transition de l'expérimenter, donc cette transition environnementale. Notamment, il y a des volontaires qui vont vivre des changements importants. Par exemple, il va plus y avoir de chauffage du tout. Donc, quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait plus de chauffage. Enfin bon, plus de chauffage. Vous utilisez des fours solaires. Mais au-delà de ça, ce qui est extrêmement important, c'est que vous validez, voyez, l'acceptation des personnes par rapport à ces changements. Et d'ailleurs, on pourrait même se dire qu'on pourrait presque tester ça pour des entreprises, alors peut-être pas sur le chauffage, etc., à voir, mais du style, on fait une coupure d'électricité pendant une journée dans une entreprise, on voit comment les gens se débrouillent, ou sans eau, ou je ne sais quoi d'autre, pour qu'ils apprennent effectivement à s'adapter. Je pense que ce serait une très bonne initiative. Alors, juste pour dire un peu le contexte, c'est que nous sommes dans un château du XVIIIe siècle qui a été mis à disposition du projet. Donc, château qui est une vraie passoire énergétique et qui était chauffé au fioul. C'était une école-collège internat de lycée horticole jusqu'en 2016. Et puis nous, on a repris, on est dans les lieux depuis 2018. Et donc, nous nous sommes dit que nous nous installions avec un collectif. Au départ, nous étions 6 et puis maintenant, on est à peu près 35 à vivre dans le château. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder ce que veut dire réduire son empreinte carbone on sait que c'est à peu près 12 tonnes par habitant en France aujourd'hui et que l'objectif, ce serait de réduire à 2 tonnes. Et donc, c'est l'expérimentation sur place et se dire comment est-ce qu'on fait dans les différentes dimensions de nos vies quotidiennes, c'est-à-dire évidemment se chauffer, s'alimenter, se déplacer, partir en vacances, faire des cadeaux, etc. Enfin, on peut décliner tous les aspects. Et on essaye de
promouvoir alors ce que avec d'autres on peut appeler une sobriété heureuse et solidaire, c'est-à-dire que voilà, est-ce que le fait d'être dans un château très peu chauffé ces 3 dernières années, parce que justement on est en travail avec des spécialistes de la rénovation écologique des bâtiments, l'objectif c'est pas d'être des super héros, enfin je sais pas d'ailleurs si on pourrait qualifier ça d'être héroïque, de vivre dans un château non chauffé. Moi-même étant très frileuse, je crois que je ne tiendrai absolument pas. Et puis on voit bien que c'est la question du passage à l'échelle, que la question de la transition, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit aussi désirable et acceptable. Et donc comment est-ce qu'on fait pour favoriser des modes de sobriété? Alors on a eu un financement là de l'ADEME pour réfléchir à des projets dits low-tech. Alors beaucoup de discussions aussi sur ce que veut dire low-tech, où certains appellent ça des technologies appropriées, pour dépasser un peu le clivage high-tech, low-tech. Et évidemment, on se sert aussi, on a quand même les uns et les autres plutôt des smartphones. Enfin, voilà. Et on est tous dans ces incohérences, en tout cas dans ces efforts quotidiens pour essayer de trouver des chemins qui nous fassent avancer à la bonne hauteur, mais on n'y est pas du tout. Je pense qu'on a réduit quand même notre empreinte individuelle à peu près un peu plus de 4 tonnes, entre 4 et 5 par habitant. Et donc, il reste la marche, elle est encore très, très haute. Voilà. Et si je reprends juste l'exemple de l'énergie, c'est vrai que l'année dernière, on avait c'est plusieurs de ceux qui sont sur place qui avaient évoqué ce qu'on appelait l'opération Sibérie, pour nous dire comment est-ce qu'on fait, parce qu'on est plus nombreux sur place et on voudrait avoir une facture énergétique qui soit pas plus élevée que l'année d'avant, où on se chauffe quand même avec un peu d'électricité et des radiateurs d'appoint ou des radiants. Voilà. Et du coup, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place pour avoir quelques pièces chauffées à 18 degrés, et puis beaucoup de bouillottes, beaucoup de pulls en plus, et puis voir ce qui était acceptable pour les uns et les autres. Et du coup, cette dynamique-là, elle nous montre que d'abord, je crois que je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, je travaillais déjà avec des hauts fonctionnaires de certains ministères qui avaient fait faire une étude qui montrait qu'en moyenne en hiver, je crois que la température était entre 23 et 25 degrés. On se disait déjà, si on passait tous à 18 degrés, moi je peux dire qu'ayant une chambre bureau chauffée 18 degrés, les gens qui viennent de l'extérieur me disent mais c'est l'étuve. Donc déjà, nos critères peuvent changer. Voilà. Et, ça raccourcit les réunions aussi à 18 degrés. Hein. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour réfléchir à ce qui est possible, le fait d'expérimenter collectivement, dit quelque chose de la possibilité ensuite d'arriver à trouver des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Puis je pense qu'il y a aussi quelque chose dans le projet qui est intéressant, c'est la mutualisation et la dimension collective. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choix qui seraient plus compliqués à un niveau individuel. Puis tout ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité ou des biens partagés, c'est que quand on mutualise, on arrive à vivre bien avec moins de matière, moins de ressources, et que c'est quand même vers ça qu'il faut aller. Et je pense que par rapport aux entreprises, pour par ailleurs quand même travailler pas mal j'ai fait pas mal d'enquêtes auprès de filiales de grands groupes dans des pays du Sud. Moi, ce qui me frappe, et aujourd'hui en étudiant un peu soit les raisons d'être ou autre, le discours, c'est que quand même la plupart n'utilisent pas le mot sobriété, alors qu'en fait, il est absolument décisif si on veut changer les choses à la bonne hauteur. Et comme disait Isabelle, on est dans une économie qui est à base d'énergie fossile, et on n'y arrivera pas en disant que c'est juste une question d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire comment concrètement on expérimente des modes qui nous font vivre, et pas plus mal, loin de là. Voilà. Il y a aussi une autre chose sur le campus de la transition, qui est la formation de formateurs, parce que c'est un enjeu. Je crois que notamment pour la fresque du climat, il y a des gens qui forment des personnes en entreprise qui font ensuite des fresques. Ça permet vraiment de se déployer. C'est un petit clin d'œil à Cédric. Non, je sais, c'est un petit clin d'œil. Et donc, il y a un enjeu essentiel. C'est un des enjeux justement de campus de la transition. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, et alors, là, je peux peut-être dire un mot du travail qu'on a mené avec plus de 70 enseignants-chercheurs là, depuis 2 ans, et travail qui continue. Là, je reviens juste de deux demi-journées où on était avec les pilotes des 12 groupes de travail, avec lesquels on a d'abord co-écrit le manuel de la grande transition, qui est perspective de fournir à des étudiants, des profs et des professionnels, enfin ceux qui veulent, un socle un peu commun de connaissances, compétences pour la transition. Et le sous-titre du manuel, c'est « Former pour transformer ».
c'est vraiment cette idée qu'il ne suffit pas d'avoir un diagnostic intellectuel bien posé, mais qu'on a tout autant besoin de travailler sur nos émotions, sur ce qui nous traverse. Et je pense que parmi nous, il y en a un certain nombre qui régulièrement se disent « oulala, on est très très loin du compte ». Comment on fait, et ça peut être assez désespérant. Donc il y a tout cet aspect, prendre en compte les différentes dimensions de la personne et être sur des registres qui ne sont pas uniquement de l'ordre de la recherche de solutions techniques. Je pense que c'est, voilà, au Shift, il y en a beaucoup qui essayent de trouver des solutions et c'est évidemment vital et il en faut. Mais on sait bien que ce n'est pas uniquement parce que le diagnostic est bien posé et qu'il y a telle ou telle solution qui intellectuellement s'impose qu'on va la mettre en œuvre. Donc ce qu'on essaye de faire et ce qu'on a fait dans le manuel, c'est qu'on a réfléchi à partir de 6 portes. Alors en utilisant les mots grecs, d'abord qui se retrouvent dans les mots économie et écologie, donc oikos, en gros le soin de la maison commune. Logos, c'est la question des récits pour la transition, des rationalités à l'œuvre, et en disant il ne suffit pas des sciences et technologies, il nous faut aussi les imaginaires, la littérature, les arts, la science-fiction, pour pouvoir nous représenter des futurs souhaitables. Ensuite, nomos, c'est les règles du jeu, et ça, je pense que là, on évoquait la nécessité de changer les choses. Il ne suffit pas d'inciter des personnes, il faut aussi contraindre pour harmoniser les règles du jeu. Et puis, il y a la porte ethos, qui est comment est-ce qu'on essaye de définir ensemble ce que veut dire le bien vivre ensemble, que veut dire une société juste. Et ça, dans cette année avant les présidentielles, ça devrait être l'objet justement de discussions collectives pour se dire, par exemple, est-ce que c'est le privilégier la part des plus défavorisés qui devrait être mis en avant? Est-ce que c'est augmenter la part moyenne? Comment est-ce que on réfléchit là-dessus? Et puis une porte dite praxis, qui est vraiment se dire quels sont les acteurs. Tout à l'heure, je crois que c'est Yannick qui disait c'est pas un acteur, une catégorie d'acteurs tout seul qui peut faire bouger les choses, c'est comment on travaille ensemble et qu'on co-construit des solutions. Puis enfin, la porte qu'on a appelée dynamis, c'est se dire tout ça, on n'y arrivera pas, ce que j'évoquais avec les reconnexions à nos émotions et peut-être à plus grand que nous, c'est cette dimension d'éco-psychologie ou d'éco-spiritualité. Et voilà, et tout ça, ça fait un peu la trame de ce qu'on propose comme formation au campus, mais aussi en lien avec d'autres. Et par exemple, on nous a demandé, l'université de Cergy nous a demandé de les accompagner pendant 3 ans sur la mise en transition de l'université. Je crois que ça correspond un peu aussi à ce que le Shift fait avec les INSA. Enfin, voilà, et on peut espérer qu'il y ait de plus en plus d'acteurs du monde de l'enseignement supérieur, et souvent grâce à la pression des étudiants, qui essayent de changer les cursus. Et je pense qu'un des très gros enjeux, c'est justement d'arriver à intégrer dans des cursus, notamment pour les écoles d'ingénieurs, d'intégrer les arts, les humanités, l'éthique, une perspective aussi épistémologique sur le rapport science-société, pour, là encore, changer des manières de se représenter ce que peuvent être des modèles économiques durables. Oui, c'est vrai que le point notamment de justice est important, parce que c'est vrai que si on prend juste une loi mathématique, enfin entre guillemets, c'est une loi empirique, mais qui est Pareto, grosso modo, 20% des causes, en tout cas par exemple des émissions de CO2 représentent 20% de type de personnes, c'est 80%. On pourrait se dire que mathématiquement, il faudrait sans doute que les personnes qui émettent le plus de CO2 en réduisent le plus, et c'est purement mathématique, évidemment. Mais je vais rebondir, Isabelle, sur la question d'adaptation. Elle se pose aussi bien sûr pour les entreprises et notamment pour les acteurs publics. Alors c'est vrai que quand on adapte, par exemple, ou là on construit un logement neuf, etc., c'est encore assez simple de le prévoir. Mais lorsqu'on a, ce que vous disiez, sur les bâtiments anciens, c'est un petit peu plus compliqué. Et vous avez aussi mis en place justement des solutions qui s'adaptent pour des bâtiments anciens et même qui peuvent bénéficier pour l'ensemble d'un quartier. Je crois que c'était pour une école. Justement, est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'informations sur cet exemple? Oui, donc chez SPI, on travaille dans le patrimoine bâti, public et privé. Et ce que l'on voit, c'est que en France, en tout cas, les acteurs publics ont un patrimoine bâti ancien avec des grands besoins de rénovation et que le rythme de rénovation ces dernières années a été bien trop faible. Et oui, l'exemple que je peux donner, un bel exemple, c'est, vous avez tous en tête des écoles qui sont assez vétustes, des passoires énergétiques. Moi, ma fille, elle va dans une école où la peinture s'en va partout. Les écoles classiques des années 60, fin des années 60. Et donc SPI, pour la ville de Bordeaux, a un contrat de performance énergétique.
donc qui intéresse l'entreprise sur des objectifs donnés par la ville et qui permet d'être rémunéré pour une surperformance en termes d'économie d'énergie. Et donc, dans certaines écoles, dont une qui s'appelle l'école Loucheur à Bordeaux, il y a des systèmes de micro-cogénération qui ont été installés avec de la récupération de calories et des préfigurations des smart grids, c'est-à-dire que l'électricité produite par la cogénération est renvoyée sur le réseau et réutilisée dans le quartier. Oui, ce qui fait une sorte effectivement de partage ou de créer de solidarité d'ailleurs entre les différents acteurs qui se trouvent sur un territoire en fait. Hein. Donc, Charles, parce que maintenant, si on veut vraiment qu'il y ait une transition de la part des entreprises, sans doute la meilleure des façons de faire, c'est que leur modèle économique soit aligné avec, je dirais, l'intérêt de la planète. Parce qu'évidemment, si par exemple, économiquement, ça a un impact négatif, enfin, lorsque je gagne de l'argent, ça a un impact négatif sur la planète, je vais être un peu moins incité que si, quand je gagne de l'argent, en plus, ça a un impact positif, je dirais, sur la planète. Quelle est la meilleure façon, justement, d'aligner ce type de modèle économique? Comment on peut faire? Enfin, je crois que notamment Smart Impulse, c'est un exemple. Nous, on est un peu atypique là-dessus, parce que notre métier, c'est de produire des données qui permettent à nos clients de réduire leur impact environnemental via des économies d'énergie. Et donc, forcément, notre activité, elle a un impact positif. Là, on a fait un peu le calcul récemment. On a permis à nos clients d'économiser à peu près 100 gigawattheures d'électricité. C'est la consommation annuelle d'à peu près 20 000 foyers en France, quoi. Donc c'est voilà. Et en fait, nous, on a beaucoup plus d'impact en travaillant sur la massification de l'utilisation de notre solution pour que nos clients fassent des économies d'énergie, plutôt que réduire notre impact à nous, qui est en fait une entreprise d'une trentaine de personnes avec des bureaux entre 200 et 300 mètres carrés. Enfin voilà. Et alors évidemment, on fait des choses et on a des bons standards et ça nous tient à cœur. Et quand il y a des opportunités, on y va. Mais nous, en tant que Smart Impulse, on est beaucoup plus concentré dans nos efforts sur le développement de notre approche de notre métier que notre effort interne. Après, oui, alors nous, en tant que Smart Impulse, je peux vous faire une liste de plein de choses et on peut en discuter une heure, mais il y a une des choses qui... parce que nous, on a un compteur électrique nouvelle génération, voilà, qui s'appelle le SmartX, et donc on produit du matériel électronique. Et donc nous, c'est vrai que par rapport à ça, on a un positionnement un peu différent du fabricant de produits électroniques classiques, c'est-à-dire que nous, tous nos produits, tant qu'il y a un service d'analyse des consommations, ils sont garantis. Et donc, si quelqu'un a souscrit un service pendant 15 ans, le produit il est garanti pendant 15 ans. Et ça, c'est vrai que ça crée un alignement des intérêts, ce qui fait que nous, on a tout intérêt à ce que le hardware soit le plus robuste possible, parce que s'il y a un problème, ça nous retombe dessus. Et on paye un nouveau compteur, le remplacement, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est assez vertueux. Et voilà. Et après, il y a tout un tas de choses qu'on a fait pour l'interne sur les serveurs, parce qu'évidemment, on a des algorithmes qui font cette analyse des signaux électriques, et ça, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de données. Mais donc, il y a plein maintenant de possibilités de faire ça de façon la plus écologique possible, enfin, la moins impactante possible plutôt, pour être précis. Et puis après, bon, il y a nos bureaux, notre équipe, etc. Mais après, moi, si je fais le lien entre nous, qui sommes un peu atypiques, puisqu'on est une entreprise innovante en croissance par rapport à des entreprises classiques, je pense que le sujet de la transition, c'est un sujet de culture d'entreprise et de direction d'entreprise. Et je pense que ça fait tout à fait le lien avec ce que disait Yannick, c'est que si on fait de la formation ou si on lance des initiatives environnementales mais que ce n'est pas porté par la direction de l'entreprise, le risque, c'est que ça reste un peu cosmétique, opportuniste et que ça ne rentre pas dans l'ADN de l'entreprise. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, quoi. Ouais. Oui, et puis après, pour rebondir sur la partie, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, parce que c'est, grosso modo, on a l'habitude de faire du chiffre d'affaires en vendant des produits d'un côté, soit on les loue, on a un service derrière. Bon, ça marche bien dans les entreprises, c'est plus compliqué pour la partie particulière. C'est vrai qu'on a un intérêt effectivement à préserver. C'est vrai qu'on voit d'ailleurs de plus en plus dans le domaine du textile ou dans d'autres domaines aller vers ça. Après, il peut y avoir certains effets rebonds, mais c'est vrai que c'est un aspect positif. Je vais rebondir avec vous, Cécile, sur un sujet qui est un peu différent. Bon, on fait un peu des digressions parce que vous avez des parcours qui sont un peu différents, mais ça m'a beaucoup intéressé dans l'échange qu'on a eu sur l'adaptation dans les pays émergents.
Donc je sais, c'est un petit peu à côté, mais ça m'a particulièrement marqué. Hein. Parce qu'évidemment, on se dit, bah oui, il faut absolument que ces pays aient les infrastructures de base, qui puissent s'adapter. Hein. Et donc, on se dit, bah oui, c'est super de construire des écoles, des hôpitaux dans les pays pauvres, c'est le meilleur moyen de les aider. Hein. Et vous avez eu des expériences qui sont diverses, parce que d'un côté, notamment au Nigeria, et de l'autre côté, en Indonésie, hein, en fonction, avec la même intention de départ, hein, les résultats peuvent être désastreux pour l'entreprise, donc à la limite, il valait mieux rien faire, ou de l'autre côté, ça peut être vraiment bénéfique en fonction de l'approche qu'on agit. Hein. Et d'ailleurs, sans doute, ça a peut-être un lien avec le fait que soit, entre guillemets, on est une béquille, hein, donc, et puis évidemment, quand on retire la béquille, pouf, la personne elle tombe. Soit de l'autre côté, entre guillemets, on aide les pays à se relever par eux-mêmes et à marcher par eux-mêmes, à leur rythme, certes, mais par eux-mêmes. Enfin, oui, alors là, du coup, on avait évoqué des enquêtes menées dans le cadre du programme de recherche CODEV, Entreprise et Développement, que j'ai créé à l'ESSEC il y a maintenant une bonne douzaine ou une quinzaine d'années, même 15 ans, et à la suite d'un travail de doctorat sur la question des responsabilités des multinationales dans les pays du Sud, voilà, à partir de la notion de développement durable, pour situer le contexte. Oui, parce que c'est vrai que j'ai fait un grand écart là. Voilà. Et du coup, on a eu des conventions de recherche successives avec des grands groupes pour étudier les effets de leurs activités sur le développement territorial dans différents pays. Et c'est vrai que j'ai évoqué notamment des recherches menées auprès des pétroliers au Nigeria. Alors je pense que c'est voilà, là on voit de manière aiguë le décalage qui peut exister entre un certain niveau d'intention de la part de ces groupes extractifs. C'est pas que les pétroliers, et évidemment ceux qui ont un impact fort sur leur territoire, et souvent dans des pays relativement peu démocratiques, il y a eu des demandes des populations locales à l'égard de ces entreprises pour qu'elles fournissent un certain nombre d'infrastructures, à la fois des routes, mais aussi des écoles, des dispensaires, des programmes de formation également. Et c'est vrai que moi, pour avoir beaucoup enquêté dans des zones touchées par l'activité pétrolière, on voit bien qu'un certain nombre de programmes RSE finissent par être, sont complètement contradictoires avec ce que devrait être la responsabilité de l'entreprise au sens du soutien à des projets d'empowerment et de développement territorial dans lesquels les populations sont maîtresses de leur devenir. Voilà. Et donc ça a été très étudié, mais c'est vrai qu'on le voit à la loupe au Nigeria, et c'est vrai que c'est aussi très triste parce que ensuite il y a vraiment des responsabilités partagées entre ceux qui, à un moment donné, étaient dans les communautés locales, ceux qui représentaient les droits des populations, et notamment des plus vulnérables, et puis au fur et à mesure des années ou des décennies, ils sont devenus ce qu'on appelle en anglais les benefit captors, des capteurs de bénéfices, c'est-à-dire ceux qui, au fond, vont capter ces miettes de la rente pétrolière pour eux. Alors tout ça, ça doit être mis quand même en regard des évolutions de la façon de concevoir la RSE depuis une quinzaine d'années. Et là, il y a vraiment quand même le changement de modèle lié à la nouvelle définition par l'Union européenne de la RSE, là depuis 2011, qui est en lien aussi avec tout ce qui a été discuté à l'ONU sur le lien business et droits humains. Et là, maintenant, la définition de la RSE, c'est dire c'est la maîtrise par une entreprise de ses impacts. Quand on dit ça, ça veut dire que ce n'est pas seulement les impacts directs auprès des salariés, mais que c'est la cartographie des impacts sociaux, sociétaux, environnementaux, culturels, on pourrait dire aussi, auprès de différentes populations. Et que si on est sérieux vis-à-vis de cette définition-là, ça veut dire que l'entreprise a un devoir de vigilance à l'égard des chaînes de sous-traitance, notamment. Et ça, maintenant, on a en France une loi sur le devoir de vigilance. Je trouve que c'est pas mal de le rappeler aussi, et je trouve pas que ça soit si décalé là de la discussion et du sujet de cette table ronde, parce qu'il y a aussi quand même un risque très grand dans nos pays à concevoir les enjeux de transition pour ce qui nous concerne dans nos territoires en France, alors que les transformations, elles impliquent des transformations des chaînes de valeur à l'échelle mondiale. Et quand même, en tout cas moi ce que j'ai vu depuis 20 ans en faisant pas mal d'enquêtes de terrain dans différents pays, c'est que les salariés directs des multinationales sont bien lotis. Le problème, ce sont les salariés des sous-traitants. Et donc si on veut vraiment envisager la transition d'un point de vue non seulement écologique, mais aussi social, on a à se soucier justement de ces salariés des sous-traitants qui sont parfois de rang 3, 4, 5. Et donc, c'était au Nigeria très intéressant. Je l'ai vu, ça vraiment, quand même, un changement du discours de Total et des pétroliers, parce que depuis 2000, j'ai commencé mes enquêtes en 2003, et pendant une petite dizaine d'années, je leur disais, mais qu'est-ce que
que vous faites pour vos sous-traitants ? Et il me disait, mais ce n'est pas notre problème. Et quand même, depuis 2011, et encore plus depuis 2017, on voit la nécessité pour ces entreprises de montrer comment elles se rendent moins complices de violation des droits fondamentaux au long des chaînes de sous-traitance. Et donc ça, je pense que c'est un vrai changement. Puis après, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de l'exemple de l'Indonésie et Danone. Oui, rapidement, parce que c'est quand même un exemple positif. Donc, plus ou moins. En fait, pour moi, c'est-à-dire, donc Danone avait des projets dans ce qu'ils appelaient le cluster recyclage du plastique, en disant Danone en Indonésie, c'est le plus gros producteur d'eau en bouteille plastique. Et puis, on nous a demandé successivement d'évaluer des projets d'empowerment des chiffonniers en Indonésie, puis au Mexique. Et puis du coup, on a continué à faire des terrains en Argentine et au Brésil. Et justement, alors ça rejoint aussi ce qu'évoquait Yannick tout à l'heure par rapport aux responsabilités et au rôle que veut jouer la conférence des entreprises sur le climat pour faire du plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Et ce qui me semble absolument décisif, c'est que nous, quand on a eu notre première convention de recherche avec Danone, ils nous ont dit on voudrait que vous évaluiez le niveau d'empowerment des chiffonniers. Et alors, j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous entendez, l'empowerment des chiffonniers, pour vous, c'est quoi ? Et ils m'ont dit, c'est l'augmentation de la productivité des chiffonniers. Voilà. Alors, dit, est-ce que l'empowerment, c'est de récupérer le plus possible de bouteilles plastiques, pour faire en sorte qu'il y ait une part de plus en plus grande de plastique recyclé dans les bouteilles. Dire, est-ce qu'il ne faut pas prendre le problème encore plus en amont et se dire, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de produire ces petites bouteilles plastique. Donc, on avait déjà un débat sur la finalité du point de vue du modèle économique de l'entreprise. Et puis ensuite, sur ce que veut dire l'empowerment des chiffonniers. En fait, moi, je l'ai proposé une grille d'analyse en disant, ce que j'appelle l'éco-justice, en disant, c'est non seulement la question des conditions de création et de partage justes et durables de la valeur, au sens de la valeur économique et financière, mais c'est tout autant le niveau de reconnaissance des personnes. Et en Indonésie, il y avait des chiffonniers qui nous disaient nous, notre condition est pire que les chiens, puisqu'il y a un certain nombre de quartiers dans lesquels il y a marqué « interdit au pemulung », c'est le nom en indonésien des chiffonniers, alors que les chiens peuvent circuler dans ces quartiers. Alors, c'est dit de manière provocatrice, mais ça veut bien dire comment est-ce qu'on reconnaît des personnes qui sont invisibilisées dans nos sociétés. Donc ça, c'est comme un vrai sujet pas seulement pour les entreprises, mais pour la réflexion sur nos modèles économiques. Et puis un troisième critère pour moi d'une éco-justice, c'est la question de la participation ou la représentation des êtres affectés, et donc êtres humains et autres qu'humains, par rapport aux décisions qui les concernent. Et ça, c'est tout. Là, il y avait dans la table ronde précédente notre affaire à tous et tous ces mouvements de juristes pour dénoncer le fait que nos États, nos pays ne sont pas à la hauteur des enjeux et nos entreprises non plus. Et donc, d'ailleurs, maintenant, les mobilisations de juristes, c'est tout autant à l'égard des entreprises qu'à l'égard des États. Et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour pouvoir espérer changer la donne. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, le fait, on parle un peu de responsabilité élargie sur les producteurs ou les metteurs en marché, en tout cas des entreprises, mais vraiment de voir de l'amont jusqu'à l'aval en considérant tout et avoir une approche, je dirais presque systémique ou globale ou holistique, comme on veut en fait. Alors, c'est une question pour l'ensemble de vous. On voit bien, il y a de plus en plus de risques climatiques qui pèsent sur les entreprises. Les entreprises qui étaient à l'ouest de l'Allemagne ou qui se trouvaient à Liège, ou pas mal d'entreprises aussi en France, ou d'agriculteurs en France, ont quand même subi un certain nombre de catastrophes naturelles. On parle de plus en plus aussi des répercussions de rupture d'approvisionnement. On a parlé notamment, il y a les concurrences d'usage, notamment d'eau dans les mines de cuivre, ce qui fait qu'on a dû carrément arrêter la mine parce que, évidemment, ça a retiré de l'eau pour notamment les agriculteurs ou pour les personnes. Donc, une augmentation aussi du prix du blé dur pour ce qui a un impact aussi sur les pâtes ou sur la pénurie des semi-conducteurs. Alors, elle n'est pas liée aujourd'hui à le manque d'eau, mais comme Taïwan, en fait, a vu la quantité d'eau de précipitation fortement diminuer, ça pourrait aggraver la pénurie de semi-conducteurs parce qu'il va y avoir une concurrence aussi d'usage. On voit bien que l'ensemble de ces éléments mettent en risque pas mal d'entreprises. Et la question, c'est est-ce que vous pensez que les entreprises sont suffisamment préparées justement à tous ces risques et comment elles peuvent agir? Je pense bien sûr à la Convention des entreprises, mais il y a aussi votre entreprise en tant que telle ou à travers le campus de la transition et les échanges que vous avez eus. Je pense que la réponse un peu simple, mais pas forcément fausse, c'est non. Parce que c'est une question de court terme versus long terme.
et c'est extrêmement difficile d'en sortir. Moi, il y a 5 ans, 6 ans, quand je bossais chez Google, la question c'était est-ce qu'on a fait nos 20% de croissance tous les trimestres ? Trimestre après trimestre après trimestre, c'est est-ce qu'on a fait nos 20%? C'est extrêmement dur d'infuser du long terme là-dedans. Et réfléchir au long terme, je pense qu'il ne faut pas attendre que les codes financiers changent, que ce soit du côté réglementaire ou du côté comment on fonctionne dans les différentes industries. Ça prend des années, voire des décennies. Et du coup, la question, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, c'est commencer à se raconter des histoires différentes. On parlait de sobriété, et c'est avec le campus de la transition qui a une étude là-dessus. Je pense que c'est vraiment une question d'un changement de regard pour faire des déclics qui font des prises de risques qui ne rentrent pas dans le système parfaitement rationnel du 20% de croissance par trimestre. Et ça, du coup, ça amène sur un territoire où, par exemple, on avait à la première session de la convention il y a 2 semaines, on a eu toute une belle séquence par l'Institut des Futurs Souhaitables, notamment, Mathieu Baudin et Martin Serralta, qui nous montraient que d'époque en époque, on se projette, quand on regarde l'avenir, en fait, on prend le présent et on le projette sur dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. En fait, on projette la même chose. Alors que tout va changer, en fait. Alors que tout va changer. C'était marrant, Mathieu Baudin qui nous montrait des petites iconographies de 1900, qui imaginaient l'an 2000. En fait, c'était tout pareil, mais avec un peu plus de câbles, un peu plus de trucs robotisés. En fait, ça n'avait rien à voir. Et du coup d'être prêt pour tous les problèmes climatiques, c'est un changement de récit. Quand on voit Covid, confinement, en 2 jours, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de PQ, c'est qu'il faut qu'individuellement aussi, on se raconte une histoire différente de notre relation à ce qu'on consomme, de notre relation aux autres, et ça vient forcément des entreprises. J'ai des amis qui étaient chez Procter & Gamble, enfin ils le sont toujours, mais pendant le Covid, leurs chiffres ont explosé. Et je sais qu'il y a des personnes qui levaient la main en posant la question, mais en fait, est-ce que c'est éthique ? Et dans les codes financiers, c'est juste parfaitement rationnel, on ne se pose pas la question. Et donc voilà, c'est vraiment une question de récit, et ça c'est risqué parce que comment on fait rentrer dans sa compta une question de récits différents. Et ça, c'est un risque à prendre. Enfin, c'est un risque à prendre parce que c'est consommer du temps qui, lui, est de l'argent. D'accord. Et je ne sais pas si Cécile ou Isabelle... Cécile. Oui. Nous, justement, au campus, on essaye de réfléchir à 3 niveaux, qui sont celui pour envisager des transformations qui sont le plus souvent pas dans notre radar, justement. Et d'ailleurs, pour les chefs d'entreprise, comme pour nous tous. Et on se dit, il y a à la fois travailler sur qu'est-ce que veut dire changer des choses dans notre vie quotidienne, parce que ça, mine de rien, ça nous aide quand même à nous dire qu'on peut vivre un peu différemment. Je parlais des pulls et des bouillottes, ou des choses. Et moi, l'autre jour, je discutais avec mon père qui a 84 ans, qui a vécu à Bordeaux jusqu'à l'âge de 18 ans, fils d'un prof d'histoire à la fac, donc pas quelqu'un qui avait trop peu de moyens, et il n'avait pas l'eau courante jusqu'à l'âge de 18 ans. Et je me dis, mais en fait, on réalise pas du tout ça. Et de se dire, et mes parents me disent, mais au fond, on reviendrait au style de vie qu'on avait dans les années 60. C'est pas du tout revenir à l'âge de pierre. En fait, on vivait très bien, mais il y a un certain nombre de choses, on s'est tellement déshabitué, à des formes de sobriété, ce qui n'était pas tellement perçu comme étant particulièrement sobre à l'époque. Donc il y a cette question toujours des shifting baselines, des critères mouvants. Donc il y a cette histoire de vie quotidienne quand même, d'expérimenter des choses un peu différentes. Et parfois, je vois au campus, on a des gens qui viennent 4 jours. Je me rappelle le premier cours délocalisé de l'ESSEC qui est venu. Celle qui s'occupe de la cuisine chez nous me disait, donc chaque jour, il y a un groupe qui fait les pluches à 7h30 du matin. Le premier jour, ils étaient tous à parler de leurs cours de finance et autres. Et puis le dernier jour, ils étaient là à se dire, mais qu'est-ce qu'on épluche ? Et donc, il y a quelque chose qui, en 4 jours, s'était déjà passé. Donc, je pense qu'il peut y avoir des déclics, même assez rapidement. Ça, c'est ce niveau
du quotidien. Puis il y a évidemment ce niveau des transformations structurelles. C'est-à-dire, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas des réglementations qui changent. Et là, on évoquait aussi la comptabilité. Et s'il n'y a pas, il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent aujourd'hui à cette transformation des normes comptables. Il y a une chaire sur la comptabilité en triple capital à l'agro. Enfin, ça dit financé notamment par LVMH. Enfin, ça dit quand même quelque chose de la reconnaissance par des individus. Je ne pense pas que ce soit les groupes en tant que tels, mais des personnes dans ces entreprises qu'il faut vraiment changer nos logiciels. Et puis, notre troisième niveau de transformation, c'est ce que certains appellent la transition intérieure. Et ce que l'OMS appelle travailler sur nos compétences émotionnelles ou relationnelles. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on traverse tout ça en s'entraînant ensemble à du soutien mutuel, à se dire au fond, on va quand même aborder des temps très très chahutés. Je crois que c'est Ivar Ekland qui a écrit aussi un bouquin avec cette image de la grenouille. On est dans la grenouille dans qui une bouilloire saute. Et puis au fur et à mesure, elle décède parce qu'elle reste. Exactement, elle se rend pas compte de la montée de température en fait. Exactement. Et ça, je pense que c'est une image assez parlante pour dire ce que nous vivons. Et donc, nous, on essaye de travailler à ces 3 niveaux en disant qu'on a besoin des 3 niveaux. Enfin, vraiment. Et puis après, on ne sait pas trop comment faire non plus, mais on essaye d'avancer avec tout ça. Isabelle, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Sur le sujet de l'adaptation et de la prise de conscience, juste un témoignage. Donc, il y a 1 an et demi à peu près, tout le comité de direction de SPI s'est réuni pendant 2 jours et a eu un séminaire sur les risques climatiques, donc dispensé. Je remercie les éminents du Shift de nous avoir aidés là-dessus. Et on a eu des ateliers sur l'adaptation, notamment des ateliers où ils se sont retrouvés confrontés à ce à quoi ressembleraient les zones où ils travaillent à l'horizon 2050. Donc on avait pris Paris en 2050, enfin les disruptions avec le business as usual du climat de Paris avant 2050. On avait pris la même chose parce qu'on travaille aux Pays-Bas, de Breda en 2050. Et c'était très amusant, instructif de voir que l'esprit d'entreprise voit toujours en premier lieu les opportunités avant de voir les risques. Et sur cet aspect supply chain, sur cet aspect de la chaîne de valeur, ne voyez pas nécessairement en premier lieu les impacts, les risques qui étaient liés à... nous, on est une entreprise qui est constituée de personnes, de techniciens qui vont chez les clients. Mais ces techniciens, si l'école de leurs enfants ferme parce qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, ils décident qu'à partir de 25 degrés, les écoles ferment et que les enfants doivent être rentrés chez eux parce que les bâtiments ne sont pas adaptés, ça veut dire qu'il va y avoir du personnel qui ne pourra pas aller travailler ce jour-là. Donc ces effets en cascade, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Et en revanche, les opportunités sont toujours très faciles à imaginer. Parce qu'il y a des conséquences. Enfin, c'est notamment celui qui était à la tête du marché de Rungis qui m'avait expliqué qu'il n'y avait pas de souci pour le marché de Rungis parce qu'il était en zone non inondable. Sauf que toutes les dessertes, les rails, etc., qui étaient autour, elles sont inondées. Et pour le coup, c'est problématique pour... il peut faire des sortes de zones de stockage décentralisées, mais c'est compliqué. Une autre question, et puis après on fera une question à la salle. Est-ce que vous voyez des différences entre la France et les autres pays? Parce que par exemple, le PTEF, c'est national, c'est français, on ne l'a pas encore fait de PTEF européen, mais ce serait intéressant peut-être de s'associer avec d'autres organisations là-dessus, parce que c'est du boulot. Mais est-ce que vous voyez des différences entre les différents pays, de la manière dont ils approchent, ou les sujets qui sont importants ou pas, entre peut-être atténuation et adaptation? Ouais, nous, on est basé à Paris, mais on travaille dans 30 pays. Et après, moi, je parle que du sujet de l'énergie, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais sur le sujet de l'énergie, il y a des marchés qui sont culturellement ou en termes de marchés plus matures, comme les pays du Nord, les pays nordiques ou le Royaume-Uni, par exemple. Et parce qu'ils ont cette sensibilité-là. Et après, il y a un autre sujet lié au marché de l'énergie, qui est le prix de l'énergie, quoi. Parce qu'en fait, en Italie, par exemple, le prix de l'énergie, c'est entre en tout cas sur l'électricité, entre 2 et 3 fois plus cher qu'en France. Donc les retours sur investissement, ils sont beaucoup plus attractifs, et ça devient un sujet économique, mais qui est lié à la réglementation aussi, puisque le prix de l'énergie, c'est souvent assez subventionné, ou en tout cas le politique a un mot à dire là-dessus. Donc voilà, pour moi, c'est les deux sujets principaux. Ouais. S'il y a quelqu'un d'autre, oui, tu voulais dire quelque chose, Yannick? Moi, je rajouterais juste un truc qui est quand on fait un focus sur l'Europe,
90% de la norme, il me semble, environnementale vient de Bruxelles. Donc, dans le cadre de la CEC, pour des thématiques co-construction politique, on rencontre pas mal de députés, sénateurs, gens dans les ministères. Ce qu'ils nous disent, c'est OK, on peut accompagner du changement, mais nos mains sont plutôt liées par Bruxelles. Et donc, c'est là qu'il faut y aller. Et du coup, sur les changements profonds systémiques à mettre en œuvre, je pense y avoir quelques petites différences d'un pays à l'autre, mais le changement vraiment systémique, il arrivera quand il y aura un vrai consensus. Et je sais pas, pour ceux qui ont vu le documentaire, je sais plus quelle chaîne c'était, mais qui suivait Charles Michels, le président du Conseil de l'Europe. C'est difficile le consensus. Je crois que c'était Arte, et puis arracher une date au Premier ministre polonais pour la neutralité carbone. Sachant que c'est un vrai film de suspense. Voilà, en Europe, on fonctionne à l'unanimité, donc ça va être ça le vrai challenge. Je sais pas s'il y avait d'autres éléments où vous voulez que je passe à Oui, vas-y. Je dirais on a quand même la chance en Europe d'avoir un cadre de politique publique qui est plutôt très progressiste maintenant. Souvent, la différence, c'est aussi dans le contrôle de l'application des lois. Et juste un témoignage que je pourrais donner. Nous, on travaille dans tous les pays du nord de l'Europe, avant toute chose. Dans les marchés publics, il y a des pays qui arrivent à être plus incitatifs que la France. Je pense par exemple aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, pour tous les marchés publics, si l'entreprise qui dépose une offre n'a pas une note sur une échelle de certification de CO2, de maturité CO2 importante, elle se prend 10% de décote sur sur ce qu'elle se fera payer. Alors du coup, toutes les entreprises sont extrêmement motivées d'atteindre le 5 sur 5 ça s'appelle CO2 Performance Ladder. Et c'est extrêmement puissant parce que ça demande, cette échelle de certification, elle demande à ce qu'il y ait des actions concrètes et auditées, par exemple sur le scope 3. Pour toutes les entreprises. Donc, en fait, il y avait on a besoin de ça en France. Il y a un amendement, parce qu'on avait travaillé dessus, qu'on avait proposé, pour que lorsqu'on répond à un appel d'offres public, on demande simplement l'obligation d'avoir le scope 1, 2 et 3, rapport annuel avec des objectifs qui soient publiés donc, sur le site de bilan ADEME, dès qu'on répond effectivement à l'appel d'offres public, ou alors effectivement avec un système de notation, ce qui est peut-être mieux, parce qu'effectivement c'est un bon levier. Ce que je vous propose, est-ce que vous avez des questions dans la salle? J'en vois une main ici déjà, et une deuxième. Si vous avez un micro, parce qu'il y en a deux là, je crois. Et sinon, je veux bien passer le mien. Alors, il marche ou il ne marche pas? Tadam. Yes. Alors, il y a d'abord une main là. Oui, bonjour, Fabien Gabriel. Alors, j'avais une question spécifiquement pour Yannick Servant. Vous aviez parlé au début du dilemme du prisonnier. Donc, qui consiste, c'est une modélisation dans laquelle on considère donc que les acteurs ont collectivement intérêt à collaborer, mais individuellement, ils ont tout intérêt à être égoïstes. Vous disiez, votre travail consistait à essayer d'apporter des solutions à ça avec les entreprises. Moi, ce que je me dis, c'est le fait de connaître le dilemme n'apporte pas spécialement la solution. Qu'est-ce que vous avez comme solution? Qu'est-ce que vous apportez? Ou quelle piste de solution auprès des entreprises pour qu'elles surmontent ce dilemme? Oui, je suis 100% d'accord que connaissance du problème ne vaut pas solution. Et ce qu'on essaye de démontrer, ce qu'on espère démontrer, c'est que quand on rassemble un collectif qui fait fonctionner l'intelligence collective et qui trouve le courage ensemble de proposer des choses ambitieuses, les choses peuvent commencer à se débloquer. Ce qui est intéressant, c'est que nos 150 entreprises, elles représentent 250 000 salariés et 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce volume-là, on commence à entrer sur des volumes qui interpellent les pouvoirs publics, qui interpellent les secteurs économiques, le MEDEF, la CPME, le METI, etc. Et du coup, on est en train de faire un pari. Et ce pari, on est en termes de méthodologie. On parlait d'éco-psychologie tout à l'heure. Ce qu'on veut prouver, c'est que c'est pas qu'une question de rationalité, mais c'est que c'est une question de
de se connecter à ce qu'il y a d'humain en nous, et on veut prouver qu'avec 150 dirigeants, on peut leur faire ça, et que c'est là qu'ils vont trouver l'ambition de dépasser ce diamètre du prisonnier. Et donc, 36 milliards d'euros, ça attire le regard des pouvoirs publics, et l'avantage quelque part d'avoir des dirigeants par rapport à des citoyens, c'est qu'ils font à peu près tous partie de leur MEDEF, de leur filière, de leur secteur, et donc ils ont une capacité, une volonté naturelle à essaimer dans leur réseau. Donc ce qu'on cherche à montrer, pour finir l'expression d'Arnaud Leroy de l'ADEME, lui décrit ça comme 150 porte-étendards de la transition écologique, et ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir non pas 150, mais 1500, 15 000, 150 000 qui vont les suivre, ces étendards. C'est notre pari. Oui, et puis après, à la limite, même pour compléter, c'est-à-dire que les entreprises vont expérimenter en fait la coopération et les bénéfices. Donc, alors qu'auparavant, quand on est tout seul et qu'on se dit bon, j'ai tout, dans le dilemme des prisonniers, les prisonniers en fait, ils sont séparés. S'ils discutaient entre eux, je pense qu'ils coopéraient plus. Et je pense que c'est aussi là l'enjeu justement de la conversion des entreprises. Oui, quand on est dirigeant dans le monde de l'entreprise, Isabelle, corrige-moi si je me trompe, mais souvent, notamment en stratégie RSE, on a plutôt tendance, on l'a défini pour son entreprise, pas pour son secteur, pour sa filière, et c'est pas nécessairement le résultat de collaboration avec plein d'autres entreprises, et c'est effectivement ça qu'on essaie de créer. Censé prendre en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes quand on définit la stratégie RSE, mais effectivement, c'est aujourd'hui pas défini à l'échelle d'un secteur ou d'un écosystème complet. Est-ce qu'il y a une autre... J'ai vu d'autres questions. Alors c'est pas moi qui vais choisir, mais vous. Donc, je vous laisse le choix. Est-ce qu'on peut peut-être... Il nous reste pas énormément de temps. On peut peut-être en prendre deux rapides en même temps. Alors, et puis comme ça... Ok, 2 rapides, donc avec des réponses rapides. Et puis après, on fera la conclusion par vous. Yes, je vais être rapide. Merci à tous pour cette intervention très intéressante. Qui dit entreprise égale actionnaire. Aujourd'hui, c'est quoi l'influence de l'actionnariat sur la prise de décision des dirigeants ? On a vu dans certaines boîtes comme Danone ou Engie récemment que le dirigeant face à des actionnaires qui n'étaient pas alignés sur une stratégie n'avait pas beaucoup d'impact et pouvait même être sorti des projets. Aujourd'hui, Yannick, comment vous traitez ce sujet dans la convention ? Et aussi, j'ai une question pour Isabelle chez SPI. Comment vous avez géré l'introduction en bourse récente ? Est-ce que ça a eu un impact aujourd'hui aussi sur la gouvernance et sur l'orientation de l'entreprise ? Je vais prendre juste une deuxième question rapidement, si ça vous va. Oui, très bien. Oui, comme ça, parce qu'effectivement, on est limité en termes de temps. A une dernière question, du coup. Pas d'autres ? Ah, ici. Oui, bonsoir à tous. Alors j'ai une petite question sur un pilier qui a bien été développé par Cécile Renoy, qui est la sobriété. Et aujourd'hui, comment est-on perçu en entreprise quand on parle de sobriété ? Peut-on aborder ce thème en entreprise ? Oui, et puis il y a le mot décroissance, encore pire. Et je n'oserais pas encore parler de décroissance. Vaut mieux mettre les pieds dans le plat, quoi. Moi, je vais répondre sur actionnaire. Du coup, le pouvoir des actionnaires, il peut aller de total à nul. Et on a un peu de tout dans la convention, donc ça va être intéressant de confronter tout ça, plutôt de comparer tout ça. Par exemple, on a dans la convention une boîte qui s'appelle Arémon, 7000 personnes, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, mais c'est du capital familial. Antoine Raymond, en gros, quand il décide, il fait. À côté de ça, on a des boîtes... Pierre et Vacances Center Parks, par exemple, ils ont eu un Covid très 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 difficile, et d'un point de vue financier naturellement, et on va voir ce que ça donne. Et pour ça, moi je reviens, je pense, à la question des récits aussi. On a des débuts d'activisme actionnarial, avec, je reviens sur ces 150 porte-étendards qui racontent une histoire différente. Ça fait partie du changement de mentalité dans tout un écosystème. Et évidemment, quand je reviens aussi sur exigence et bienveillance, on sait très bien que un actionnaire ou un gestionnaire d'actifs, par exemple, il répond lui-même à quelqu'un qui détient les actifs, qui peut-être lui-même paye les retraites dans 30 ans. Donc il y a vraiment la logique systémique à regarder ensemble là-dessus. Isabelle ? Oui, donc sur l'entrée en bourse de SPI et l'influence des actionnaires. Alors, l'entrée en bourse,
Elle a clairement fait en sorte que la démarche de RSE s'est structurée à la suite parce que ça amène des obligations en termes de reporting, que les actionnaires, notamment enfin, des actionnaires publics ou non publics ou privés, formulent des exigences, sont représentés au conseil d'administration. Donc il y a un comité RSE au conseil d'administration qui de temps en temps dit là il faut avancer sur tel sujet. Récemment c'était notamment le sujet de la diversité de genre. Donc ils ont poussé l'entreprise à ce qu'elle formule un objectif. Et par ailleurs, les employés sont les premiers actionnaires du groupe. Donc c'est pas tout à fait la même dynamique que chez un Danone ou chez un Total, mais clairement on voit les effets de cet activisme actionnarial et des coalitions aussi d'investisseurs qui formulent le même type de questions en amont des assemblées générales. Pour moi, c'est très vertueux. C'est intéressant de voir effectivement l'actionnariat salarial, comment il peut peser justement dans la décision. Ce que je vous propose, c'est de faire justement un petit mot de conclusion. Je vais commencer par toi, Claire. Oh, non, c'est une catastrophe. Je crois qu'il va falloir que j'arrête les conférences. Alors, je vais oser faire ce que j'avais déjà fait il y a 2 ans quand j'avais fait une conférence pour le Shift. Je sais plus, c'était une assemblée à Paris, et j'avais terminé en demandant de l'aide, et ça nous avait valu au campus des aides magnifiques. Alors du coup, sachant que j'allais venir ici, on m'a dit mais il faut refaire la même chose. Alors voilà, des appels à bénévolat, à soutien. On cherche un community manager, un menuisier, un chargé de com, un gestionnaire forestier, un gestionnaire administratif et financier, un plombier ou un électricien. Voilà. Bon, à bon entendeur. Charles ? Moi, en tant que chef d'entreprise, d'une certaine façon, je me sens un peu comme un citoyen, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, etc. Mais si la réglementation ne fait pas qu'il y a un changement global, c'est compliqué, parce que les règles du jeu sont telles que je ne peux pas forcer un client à faire des économies d'énergie s'il n'a pas envie ou si ce n'est pas sa priorité. Donc ce sujet-là, c'est quand même un vrai sujet. Et après, il y a le sujet de la culture des dirigeants d'entreprise qui fait que si eux, ils ne sont pas dans la boucle, ça peut rester un peu superficiel. Et bon, nous, on a la chance d'être cette génération-là, et moi d'être sensible à ces sujets-là, et de recruter des personnes qui le sont. Et d'ailleurs, on recrute aussi, mais c'est pas du bénévolat. Et donc, mais bon, nous, on est un peu atypique dans ce débat-là, parce qu'on n'est pas une grosse entreprise et on a une agilité qui nous permet d'être un peu plus flexible et de naviguer par rapport à ces changements-là un peu plus à vue, quoi. D'accord. Yannick ? J'avais pas réfléchi avec quoi je pourrais conclure. Non, mais c'est la question piège. En général, il y a toujours une conclusion. T'as transmis tout sauf cette question-là. C'est une question piège, c'est normal. Je vais finir peut-être par un. Si je me projette sur la convention entreprise climat, je vais peut-être finir par un truc complètement tarte à la crème. Mais ce qu'on a initié, ce qu'on a lancé, j'espère que ça va être une preuve qui se suffira pas elle-même, mais qui sera un premier élan. Qui emboîte le pas à tout un tas de choses qui existent depuis des années et des décennies, mais vraiment un accélérateur de la démonstration qu'on peut quitter la rationalité pure et aller chercher quelque chose qui s'appelle plus du courage, parce que je pense que sans ça on ne va pas y arriver. Oui, je pense qu'on n'aura pas besoin, mais effectivement en équipe c'est plus simple d'avoir du courage que tout seul. Isabelle ? Je dirais qu'on pourrait continuer à discuter autour d'un verre là, à la fin de cette conférence. Avec plaisir, c'est prévu pour. Merci beaucoup. Un tout grand merci pour votre participation, et merci aussi pour l'audience, pour ces questions et puis pour votre écoute. Et puis écoutez, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.